Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission L'Entrevue. Vous êtes bien sûr sur Vatrikov, émission au cours de laquelle nous discutons un peu de l'actualité politique, économique et sociale. Et dans le cadre justement de ce numéro, nous recevons le président de la pensée citoyenne, de l'éveil de la pensée citoyenne, Monsieur Joseph Lapensée Essingon. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Vatrikov malgré votre calendrier très chargé. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Et tout de suite, d'entrée de jeu, nous allons parler un peu de l'actualité de votre parti politique. Déjà, comment se porte le parti? Bien, merci. Bon, je dois déjà un peu rectifier. Je n'ai pas encore pu créer un parti politique parce que, comme vous le savez, le système actuel a durci injustement, de mon point de vue, les conditions de création d'un parti politique. Parce que cette question, on en a beaucoup discuté, et je crois qu'elle reste toujours discutable. Avant, pour créer un parti politique, une des conditions, c'était d'avoir 3000 adhérents. Alors, il se trouve que sous le règne de Bongo Père et Bongo Fils, il y a un certain nombre de partis qui ont été créés, qu'on qualifie de partis mallettes, des partis qui sont dans les ordinateurs ou des partis familiaux. Donc des partis qui étaient soupçonnés d'avoir été reconnus tout en ne remplissant pas cette condition de 3000 adhérents. Et comme par hasard, avec le régime actuel, pour créer un parti politique, il faut avoir non plus les 3000 adhérents, qu'on avait déjà du mal à avoir, mais 10 000 adhérents. Donc, vous voyez que dans un pays comme le Gabon, où tout est miniaturisé, c'est au niveau des partis politiques qu'on trouve que pour créer un parti politique, il faut un minimum de 10 000 adhérents. Alors, les raisons évoquées par certains, une des raisons les plus avancées, c'est que on voulait éviter la prolifération de création de partis politiques, on voulait éviter la création des partis politiques qui n'avaient pas de véritable consistance sur le terrain. Pour ne pas vous couper, mais lors de sa sortie au Parlement, je pense que le président lui-même était revenu en disant, au lieu de 1000, dans les propos qu'il avait tenus, c'était au moins 1000 adhérents et non les chiffres avancés par, on va dire, les chiffres sortis par le dialogue national et bien d'autres acteurs politiques qui étaient autour de ce projet. Bien, moi j'ai suivi l'intervention du président au Congrès. Effectivement, il a mis ce point sur la table et j'ai salué le fait qu'il ait manifesté la volonté de réouvrir ce dossier. Simplement que les interprétations que les gens ont faites de ce discours ne vont pas un peu dans le sens espéré. C'est-à-dire que pour nous, il faut revoir cette condition de 10 000 adhérents. D'accord? Maintenant, le président s'est exprimé dessus. Nous, nous attendons parce que nous avons des mouvements politiques qu'on voudrait muer en parti politique. Alors, nous ne pouvons pas le faire pour l'instant. Ce que moi, j'ai créé avec ceux qui m'accompagnent, c'est une plateforme politique. Et le dossier a été déposé au ministère de l'Intérieur depuis des mois déjà. Donc, on attend la réaction du ministère de l'Intérieur. Mais toujours est-il que nous avons la conviction que nous avons notre rôle à jouer dans le nouveau contexte politique gabonais actuellement. Nous avons un groupe qui a vocation à évoluer, à grossir. Vous savez très bien que au Gabon, les gens sont très réticents pour ces questions de partis politiques. Donc, lorsqu'un parti politique se crée, on ne peut pas commencer à ne tolérer que la création des partis qui ont plein d'adhérents. Parce que un parti politique, c'est comme une plante. Alors, quand vous plantez, ça peut pousser comme ça peut ne pas pousser. Mais vous ne pouvez pas dire que pour planter, il faut déjà les arbres qui vont donner des fruits. Vous ne pouvez pas le savoir au départ. C'est comme un parti politique. Et on doit assouplir cette condition pour que nous créions nos partis politiques.
Donc, c'est ce que nous attendons. Le président de la République s'est exprimé sur la question. On attend maintenant la mise en œuvre, la réouverture du dossier. Et normalement, nous, en tant qu'acteurs politiques, nous devons participer à ce débat. Donc, c'est ça que nous attendons. Moi, avec ceux qui m'accompagnent, nous allons continuer à évoluer, n'est-ce pas, dans notre plateforme, en attendant que cette mesure unique soit levée pour que les conditions soient plus souples. Parce que, comme je l'ai dit dans certaines de mes interventions avant, il n'y a pas de raison qu'alors que la Constitution consacre la liberté de création des partis politiques, parce que la Constitution affirme que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Donc, ils doivent se créer librement, n'est-ce pas? Alors, cette liberté de création des partis politiques ne peut pas être contrecarrée par une loi ordinaire qui rend quasiment impossible la création des partis politiques. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui vont vous dire qu'ils ont des partis politiques qui remplissent ce critère, c'est l'UDB, dans le parti du président, et les alliés de l'UDB. Donc, vous ne verrez pas un parti d'opposition aujourd'hui qui va vous dire qu'ils ont les 10 000 adhérents. Je ne pense pas qu'un parti d'opposition aujourd'hui peut vous dire, hein, après le contexte politique que nous connaissons, qu'ils ont pu avoir les 10 000 adhérents. Donc, nous attendons que cette loi soit révisée et qu'elle soit, qu'on aille en dessous même du seuil de 3 000 adhérents que certains partis n'arrivaient pas à remplir dans le passé. Mais je pense que 1000 adhérents, ça peut être raisonnable. Pour le cas du Gabon, 1000 adhérents, ça peut être raisonnable. Actualité oblige, le Gabon s'apprête à, on va dire, à célébrer son 66e anniversaire de l'indépendance. Quel regard portez-vous sur le chemin parcouru justement par le pays depuis le 17 août 1960 et sur les défis qui restent à relever pour consolider véritablement cette indépendance? Bien, déjà que je suis habillé en vert, d'accord, il ne manque que le jaune et le bleu, hein, parce qu'une des couleurs de notre drapeau, c'est d'abord le vert. Donc, c'est toujours pour moi une occasion, une fierté, hein, parce que l'indépendance, ce n'est pas une petite chose. Il y a beaucoup de pays qui se battent pour être des pays reconnus comme des pays indépendants, n'est-ce pas? Vous connaissez le cas de la Palestine, qui est jusqu'aujourd'hui reconnue dans le système des Nations Unies comme une simple autorité, et non pas un État indépendant comme l'est le Gabon. Maintenant, lorsque nous observons le parcours depuis l'indépendance à ce jour, on peut quand même reconnaître qu'il y a des choses qui se sont faites, n'est-ce pas, pour affirmer le Gabon comme étant un État. Hein. Aujourd'hui, nous sommes reconnus dans le concert des nations. Le Gabon a souvent présidé même l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce n'est pas rien, d'accord. Nous avons tous bien intégré la date du 17 août comme une date mémorable pour notre pays, d'accord. Nous connaissons et nous saluons l'action des pères des indépendances. Mon cousin Léon d'abord, parce que, j'allais dire même mon frère, parce que moi je suis ici de Djilanton. On est ici de Djilanton, ce qui était aussi Léomba. Donc, la mère de Léomba et ma mère sont du même village. Donc, ma famille, hein, de ce côté-là, a joué aussi un rôle dans l'histoire de notre pays. Donc, je suis toujours enthousiaste lorsqu'il s'agit du 17 août. Et c'est pour ça que j'ai toujours pris mes congés en août pour vivre le 17 août chez moi en Djolé. Mais on a quand même quelques soucis dans l'affirmation, n'est-ce pas, de cette indépendance-là au niveau de la gouvernance. C'est-à-dire que beaucoup disent, à tort ou à raison, que nous ne sommes pas des États indépendants. Pourquoi? Parce que lorsqu'on observe la gouvernance, on a l'impression que c'est toujours le colon, n'est-ce pas? Et qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dirigés directement par l'ancienne puissance coloniale, mais que nous sommes dirigés, pour emprunter l'expression de certains hommes politiques africains, par des sous-préfets de France. C'est-à-dire que nos chefs d'État et nos gouvernements ne seraient
en fait, que des gouvernements qui font la volonté de la France. Et ça, beaucoup de panafricains le dénoncent. Et lorsque nous observons l'évolution de notre pays, le Gabon, on a bien l'impression qu'à ce niveau-là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que nous soyons un pays souverain au sens premier du terme. Donc, un pays qui a la capacité de prendre lui-même ses propres décisions sans craindre que Paris ne s'en offusque, sans craindre que l'Élysée ne s'en offusque. Et c'est pour cela que beaucoup ne voient pas d'un bon œil les voyages fréquents du président gabonais en France. Et d'ailleurs, on en parle même déjà pour aller dans ce sens-là, le voyage le 20 juillet dernier du président de la République en France, qui a d'ailleurs pu obtenir justement des accords sur le plan économique, militaire et politique. Et pour vous, quelles pourraient être les retombées, notamment sur le plan économique, notamment avec la transformation du manganèse au niveau du Gabon? Bien, je dois d'abord vous dire en toute franchise, j'ai été déçu que le président aille à cette rencontre-là sans qu'on échange sur le travail que je lui avais proposé. Vous avez proposé quel Parce travail? que je lui ai, lors du 1er janvier 2026, j'avais fait une communication dans laquelle je m'étais engagé à faire un travail sur la réforme fiscale qui devait permettre au président de la République, au gouvernement gabonais, d'avoir des ressources additionnelles qui lui permettraient de mieux financer ses politiques publiques tout en payant la dette. Bon, eux, apparemment, vous avez suivi dans le discours au Congrès du président de la République, où il disait que la dette ne lui fait pas peur. Donc, ils sont toujours focus sur la dette. Et vous voyez qu'aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent pour comparer le taux d'endettement du Gabon avant la transition et après la transition jusqu'aujourd'hui. Il y a des débats récemment, Jean-Gaspard Ntoutoumai, qui était directeur général de la dette, qui est aujourd'hui député à l'Assemblée nationale, a fait un débat là-dessus avec un de nos activistes, Rokula, qui est en France, sur ces questions de dette. Vous avez entendu le président de la République lui-même avouer qu'il ne sait même pas le montant de la dette. Parce qu'on lui donne un montant, on lui donne un autre montant, donc il a demandé un audit. Donc vous voyez que depuis la transition, on patauge sur cette question de dette, donc les montants ne sont pas maîtrisés, même du président de la République. Donc vous voyez bien que pour développer au Gabon aujourd'hui, cette question de dette devrait déjà être mise un peu en veilleuse pour mettre l'accent sur la création des ressources propres. Alors, donc, lorsqu'il va en France pour aller discuter des questions aussi sérieuses, il aurait dû quand même échanger avec quelqu'un qui avait aussi un projet pour le pays. Parce que vous savez que le Gabon, c'est le seul pays au monde où on minimise les anciens candidats à une élection présidentielle. Aucun pays du monde ne fait ça. Non, mais il y a quand même la ministre des PME qui a été... mais la ministre des PME, mais quand on prend... Il y a bien d'autres aussi, je pense, celui de... un autre patriote là qui a été même récemment emprisonné, qui a également été appelé aux côtés du président de la République. C'est peut-être votre personne qui, jusqu'à présent, n'a peut-être pas été sollicitée par le chef de l'État. Bien, lorsqu'on a un projet pour le pays, d'accord, lorsqu'on a un projet pour le pays, comme ça a été mon cas, c'est parce que on n'a pas confiance au projet des autres. Donc moi, je ne pouvais pas soutenir le président alors que son projet ne correspondait pas à l'idée que je me fais du Gabon. Donc, j'ai donc présenté aux Gabonais mon projet, simplement que les Gabonais ont choisi le projet du président de la République. À partir de cet instant, n'est-ce pas, ayant été élu, surtout à près de 95% de suffrage, il est bien libre de choisir avec qui il veut travailler. Ça, je n'ai aucun souci avec ça. Donc, qu'il prenne même le 20e à l'élection où, bon, là, on était 8. Bon, il a pris ce qu'il a voulu prendre. Ça, c'est son droit le plus légitime. Mais il n'en demeure pas moins que lorsqu'on est démocrate et patriote, lorsque les grands enjeux du pays sont sur la table, on peut aussi consulter ceux qui ne sont pas au gouvernement. Voilà, c'est pas parce que je ne suis pas au gouvernement qu'il ne peut pas échanger avec un acteur politique qui est sorti 3e à l'élection présidentielle sur des questions qui engagent tout le pays.
Parce que si ça se passe bien, il n'y aura pas que les gens de l'ULB qui vont en bénéficier. C'est comme si ça se passe mal, il n'y a pas que les gens de l'ULB qui vont en pâtir. C'est le pays. Et comme je le dis, le gouvernement, comme le leadership politique doit revenir aux meilleurs enfants du pays, à ceux qui ont réellement les capacités, pas à ceux qui viennent faire le charlatanisme. Donc, c'est à ce titre-là que moi, je lui avais proposé de faire un travail. Donc, lui, il est parti en France pour aller discuter des intérêts du Gabon. C'est tant mieux. Il y a eu des accords signés, c'est tant mieux. Mais ce n'est pas la première fois que le Gabon signe des accords avec la France. Si un accord avec la France ne signifie pas que le Gabon a gagné quelque chose ou a perdu quelque chose. Tout dépend du contenu de ces accords. Parce que Léon Bana a signé, Omar Bongo en a signé, Ali Bongo en a signé. Donc, ce n'est pas le président Oligui le premier à signer des accords avec la France. Simplement que les premiers accords qui ont été signés sont dénoncés parce que on ne voit pas le Gabon bénéficier de tout son potentiel de richesse. La grande question qu'on s'est toujours posée au Gabon, c'est celle de savoir comment un pays de à peine 2 millions d'habitants, qui est pétrolier, qui est minier, qui est forestier, qui a tout ça, a du mal à dégager des ressources nécessaires pour nourrir sa population, pour éduquer sa population, pour soigner sa population, une population aussi infime. 2 millions d'habitants, c'est la population de Paris. Intramuros, ça doit être à 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants, c'est la moitié de la population de Douala au Cameroun. C'est la moitié de la population de la ville de Douala au Cameroun. 2 millions d'habitants, c'est un quartier de Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui peut poser ce problème réellement aujourd'hui? Ce qui peut poser ce problème réellement aujourd'hui, c'est le fait que l'exploitation de toutes nos richesses, vous voyez qu'il y a une course là. Hein, il y a une ruée vers l'or au Gabon. On veut tout exploiter. Mais au bénéfice de qui? Parce que ce qu'on a déjà exploité jusqu'aujourd'hui était suffisant pour faire de nous un petit émirat pétrolier, hein, le petit Dubaï, pas les petits Dubaï de marchandises là, qu'on appelle à lui la petit Dubaï, abusivement là. Mais le Gabon aurait dû être un petit Dubaï en termes d'infrastructures, en termes de taux de scolarisation, en termes d'accès aux soins, en termes de qualité de soins, on aurait pu le faire. Et ça n'étonnerait personne, vu tout ce que nous avions eu comme ressources pétrolières et vu le caractère insignifiant de notre population. Ça n'étonnerait personne. Or, aujourd'hui, nous manquons de tout. Est-ce que c'est le fruit de ces accords-là? Il faut les interroger. Est-ce que nos accords qui ont été signés aujourd'hui viennent corriger cela? Je ne sais pas. Toujours est-il que, sous réserve de ce qu'ils vont nous apprendre dans le contenu de ces accords-là, parce que le grand paradoxe au Gabon, c'est que lorsqu'on va signer les accords, lorsqu'on va en France, tout le pays doit être au courant. Mais ce qu'on a ramené de France, ça, c'est un petit groupe qui doit le savoir. Donc vous voyez qu'il y a une communication asymétrique. Pour partir à Paris, tout le monde doit savoir. Tout le monde doit savoir que Bacheli a chanté à l'Élysée. Tout le monde doit savoir que le président, il était main dans la main avec Macron. Ça, on a tous vu. Mais ce qu'il a signé pour le Gabon, c'est-à-dire que ce qu'attend le plus grand nombre de cet entretien-là, ça, on ne sait pas. Le contenu des accords. Voilà, on nous a simplement montré comment les activistes faisaient les photos et autres, et autres, et autres, et autres. Donc, ils doivent venir aussi nous dire le contenu des accords. Et nos parlementaires, parce que, attention, tous les accords qui engagent l'avenir du pays, surtout toutes les questions financières et tout cela, mais ces accords-là, mais il faut bien que les parlementaires les ratifient. Il faut donc que les représentants du peuple jouent leur rôle. Parce que le contrôle de l'action gouvernementale, c'est pas seulement venir regarder s'il y a un bâtiment qui pousse au bord de mer de Libreville. D'accord, Monsieur le Président, nous allons évoluer compte tenu justement également du temps qui nous est imparti. Alors, on voulait revenir sur une actualité politique, notamment l'arrestation, vous le savez, d'Alain-Claude Billy-Binzé, sur la liberté aujourd'hui des acteurs politiques. Quelle lecture faites-vous justement de l'arrestation de ce leader politique gabonais? Bon, j'ai déjà dénoncé
au cours d'une de mes conférences de presse l'arrestation d'Alain-Claude Billy-Bizet, qui a été faite de manière grossière. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Et je ne sais pas hein, si à l'occasion de la fête de la libération qu'on va fêter comme par hasard à Makoko, chez Alain-Claude Billy-Bizet, je ne sais pas, peut-être que c'est le prisonnier qu'on va libérer hein, à cette occasion. Je ne sais pas, mais je pense que le président n'a rien à gagner à maintenir ce monsieur en prison. Je crois que nous avons tous l'obligation d'animer de consolider notre démocratie. Ça fait quand même depuis 90 que nous sommes embarqués dans ce système démocratique qu'on a pleuré, qu'on a demandé à crier. Parce que ceux qui sont nés sous le parti unique, comme moi, savent ce qu'était le parti unique. Et lorsque Jacques Chirac, à l'époque, avait osé dire, pour étouffer les revendications africaines, que la démocratie était un luxe pour l'Afrique, mais c'était un casus belli. Ça a soulevé une levée de bouclier, parce que les Africains voulaient démontrer aux yeux du monde qu'eux aussi pouvaient vivre dans des sociétés démocratiques. Curieusement, on nous avait la démocratie, il y a même des chantres maintenant de la théorie inverse. Il y a des gens qui sont maintenant, qui veulent être chinois, qui veulent être ceci. Pour eux, la démocratie n'est plus le meilleur régime. Parce que la démocratie, c'est pas ceci. La démocratie n'apporte pas le bonheur, la démocratie. Mais nous voulons vivre aussi dans des pays, n'est-ce pas, qui sécurisent le citoyen, qui respectent la liberté d'opinion. Regardez nos activistes. Ils sont en France, ils sont capables de tout dire. Personne ne les arrête. Après, ils viennent au Gabon, ils sont arrêtés comme des poules et en prison. Vous trouvez que c'est bien ça? Bon, mais c'est la démocratie à la gabonaise. Donc. Voilà, mais cette démocratie à la gabonaise est une honte. Parce que nous n'avons pas revendiqué la démocratie pour avoir encore des agissements de dictature. Nous avons revendiqué la démocratie parce que nous voulons que M. Senghor, acteur politique, s'il a des choses à dire par rapport à la gouvernance du pays, il le dit sans qu'il ne soit inquiété pour sa vie, sans que sa mère ne soit inquiétée, sans que sa femme et ses enfants ne soient inquiétés. Donc, je profite même de votre occasion pour dire à tous les Gabonais qui viennent me dire, Président Senghor, faites attention, vous avez une famille, Président Senghor, faites attention, lui met en prison facilement, Président Senghor, ceci, cela. Et ce n'est pas la peine de venir me dire ça. Si vous êtes sérieux et si vous trouvez ce que je dis est sensé, au lieu de me demander de ne plus le dire, venez me soutenir et montrer au président de la République que si vous touchez à Senghor, vous allez voir ce qui va vous arriver. Mais comment parler dans un pays où on va demander à tous qui veulent dire des choses, n'est-ce pas, qui concourent à améliorer la gouvernance du pays, de ses terres. Mais lorsque nous le faisons, quel sera le sort du pays? C'est également la réduction des libertés. Est-ce qu'on connaît un seul pays où l'absolutisme du pouvoir a construit un pays? Pourquoi les gens sont partis des situations où... pourquoi aujourd'hui on est parti de sujets à citoyens? On a connu des régimes dans le passé où le président de la République, c'est le Dieu. Mais pourquoi les êtres humains ont refusé ça? Pourquoi aujourd'hui, même en Europe, dans les monarchies que nous connaissons aujourd'hui en Europe, les grandes monarchies européennes comme la monarchie britannique, la monarchie espagnole, ce sont des monarchies républicaines où le monarque et sa famille sont là à titre honorifique, n'est-ce pas? Ils valident, disons, un certain nombre d'actes politiques qu'ils posent, comme la reconnaissance officielle du président du gouvernement, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais l'animation du pays reste démocratique. En Angleterre, vous n'êtes pas inquiété par vos opinions, pourtant, c'est un royaume. En Espagne, vous n'êtes pas inquiété par vos opinions, pourtant, c'est un royaume. Donc, si les Gabonais passent le temps à demander à leurs leaders de rester tranquilles, d'avoir peur pour leur vie, pour la vie de leurs enfants, mais finalement, la vie que nous attendons là va arriver comment? Si nous ne sommes pas capables, parce qu'un leader n'est leader que parce que les gens sont derrière lui. Mandela était en prison, mais les Sud-Africains ne dormaient pas. Et par la qualité de ses opinions également, alors nous allons évoluer avec justement le projet de réforme du statut général de la fonction publique, mais également du fonctionnaire, le gouvernement met ce projet en place via le ministre de la fonction publique pour rendre plus efficace
ce secteur. Alors, quelle lecture, sinon, que pensez-vous justement de ce projet de réforme? Bien, moi-même, je vous parle, je suis fonctionnaire. Donc, je travaille depuis plus de 22 ans. D'accord? J'ai suivi Laurence à la télé, lorsqu'il faisait les 100 jours. Tout était mielleux. Tout était beau dans le meilleur des mondes. Mais je peux vous dire que moi et Singon, je suis tout payé à 350 000. Je suis toujours payé à 350 000. Quand vous regardez la grille des fonctionnaires aujourd'hui, je devrais déjà être en classe unique. Rien de tout ça. Aujourd'hui, vous allez à la fonction publique. Même quand il y a un projet de texte, ils ne veulent même pas vous le remettre. Depuis quand les textes sont secrets? Ils ne veulent même pas. Moi-même qui vous parle, j'ai écrit au ministre Laurence Ndong. Parce que ceux qui disent à la télé, c'est bien, il y a un Gabon de la télévision. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas ça. Bon, maintenant, revenons à cette affaire de réforme. Ben, ça, c'est la diversion. Pourquoi est-ce que vous... C'est de la diversion. On parle d'amélioration des conditions, non seulement des fonctionnaires, mais également performer aussi l'administration. Vous parlez de... Mais qui va faire ça? Au Gabon, ici, chacun aime le cousin. Ceux qui sont d'abord en fonction, là, ils ont fait quoi dans le passé? Qu'est-ce qui justifie le fait qu'ils soient des ministres, des grands conseillers, de tout? Est-ce que c'est la qualité de leur travail? Ceux qui viennent même faire les réformes, là, et même au Gabon, ici, ils ont travaillé dans quelles administrations? Quelles ont été leurs prouesses? Une personne vous dit, j'ai fait 21 ans en France, mais tu viens faire la réforme des fonctionnaires gabonais. Est-ce que c'est cohérent tout ça? Elle a d'abord travaillé quand même au Gabon. Oui, mais où? Et quelle était sa carrière? Quelle était sa carrière? Moi, je peux vous dire que j'ai travaillé au Gabon. Nous tous, on aurait pu se coincer en France pour faire grossir ce qu'on appelle la diaspora. Et ceux qui sont aujourd'hui en France, ils ont l'impression qu'il n'y a que eux qui ont été en France. Mais nous avons tous été en France. J'ai quand même fait l'université à Lyon. Lyon 3, c'est pas au Gabon. J'étais à l'école nationale des impôts à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est pas au Gabon. J'étais à l'école nationale d'administration à l'ENA à Strasbourg. Strasbourg, c'est pas au Gabon. Donc, il n'y a pas que ceux qui sont au Gabon en ce moment qui sont plus valables que nous qui étions en France, enfin, ceux qui sont en France en ce moment. D'accord, Monsieur le Président, vous parlez de diversion. Ouais. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est une diversion? Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que dans la plupart des fonctions publiques, si je parle de la fonction publique française par exemple, il y a ce qu'on appelle l'avancement automatique. Ça, c'est le minimum garanti pour tout le monde. Parce que deux inspecteurs des impôts ne peuvent pas avoir le même salaire alors qu'il y a un qui a 2 ans, l'autre a 20 ans de service. Il faut bien tenir compte de l'ancienneté. D'accord? C'est-à-dire que même l'agent public le moins performant n'a pas le droit d'avoir la même rémunération pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est pour ça qu'il y a cet avancement automatique. L'avancement automatique, c'est un avancement à l'ancienneté. N'est-ce pas? Pour parler en français facile. Vous êtes ancien, on reconnaît quand même que l'employeur, parce que l'État ici agit comme employeur. L'employeur reconnaît quand même que tu as des états de service et tu n'as pas eu un comportement fautif. On sait très bien que tes charges augmentent, chemin faisant, la rémunération aussi doit augmenter, chemin faisant. Maintenant, l'avancement au mérite, c'est pour distinguer les bons des mauvais. C'est-à-dire que si celui qui est même moins performant, lui, il va attendre par exemple 10 ans pour arriver à un certain niveau. Celui qui est performant, lui, en 5 ans, il peut. Je vais vous prendre un exemple dans le domaine qui est le mien, hein, le domaine des inspecteurs des impôts. Moi, j'étais en France. Alors, en France, lorsque vous êtes inspecteur des impôts, d'accord, vous pouvez progresser, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour être un inspecteur principal, vous pouvez attendre un certain temps, peut-être 10 ans, vous êtes inspecteur principal. Mais un jeune qui arrive, n'est-ce pas? Il a peut-être, vous avez 3 ans d'ancienneté par rapport à lui, mais lui, quand il a 5 ans, vous avez 8 ans, d'accord? Mais à partir de 5 ans, il peut déjà faire le concours IP. D'accord? Donc, quand il gagne son concours inspecteur principal, donc vous voyez que ce jeune-là, dès sa 6e année, il gagne plus que vous. Il est déjà inspecteur principal. Mais ça, c'est au mérite, parce qu'il a fait un concours que vous aussi, vous aviez la possibilité de faire, mais que vous n'avez pas fait, ou bien que vous avez fait, mais vous êtes échoué. C'est ça le mérite. Le mérite, c'est pas moi qui décide que oui, là,
Mais sinon, dans un pays comme le Gabon, mais depuis que la démocratie est venue, vous savez très bien que tout le monde veut être populaire dans sa localité. Donc, si on dit là, que c'est maintenant le mérite seul, mais chacun va soulever que les gens de sa province, pour que quand il va être élu, il soit plébiscité. Dans un pays comme ça, vous pouvez enlever le minimum garanti à tout le monde, pour ne laisser que quelque chose qui va dépendre je ne peux même pas dire du pouvoir discrétionnaire de celui qui joue, parce que le pouvoir discrétionnaire au Gabon ici, il est confondu avec l'arbitraire. Chacun va soulever son parent pour qu'au village là-bas, on voit que oui, voilà le gars, voilà le bon grand frère qu'on a, c'est grâce à lui. Vous savez que des gens comme moi, on commence à nous détester dans nos localités, parce que les gens vont se dire que depuis que Singh est aux impôts, il a mis qui là-bas, alors que les autres remplissent les leurs. Les autres remplissent les leurs. Comment on fait aujourd'hui pour avoir l'emploi au Gabon? Est-ce que c'est d'abord au mérite? Aujourd'hui, on parle également de la géocompétence, donc je pense que ça peut également faire partie qu'au sein de votre localité, vous détectez des personnes qui ont des qualités et vous les amenez également dans votre secteur d'activité. Je vais les amener dans le nouveau format. Mais je vais les amener dans mon secteur d'activité comment? Dans les cabinets ministériels, si vous avez été. Mais dans les cabinets ministériels, lorsqu'on parle d'un cabinet ministériel, on doit avoir une approche nationale. Voilà, les cabinets ministériels ne sont pas les cabinets. C'est pour cela qu'au Gabon, on parle des ministres de Mouila, les ministres de Doyem, les ministres... Il n'y a pas un ministre pour Mouila. Les ministres, c'est le gouvernement de la République. On doit être républicain lorsqu'on est au gouvernement. C'est-à-dire que moi et Singon, si je suis ministre et que les gars les plus performants dans le domaine qui est le mien sont de l'Ogooué maritime, il n'y a pas d'état d'âme, je les prends dans l'Ogooué maritime. Parce que ce qu'ils vont faire comme travail, c'est pour le bien-être de tout le monde. C'est-à-dire qu'eux, ils vont travailler, mais les fruits seront récoltés à Ndjolé, à Boué, à Oyem, partout. Parce que si vous avez un bon ministre de la Santé et qui s'entoure des gens qui se battent vraiment pour que tous les Gabonais aient un meilleur accès aux soins et une meilleure qualité de soins, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas de votre localité que vous n'en bénéficiez pas. Or, aujourd'hui, chez moi, à Ndjolé, c'est que vous êtes malade. Pour avoir les soins, vous devez voyager. Depuis que je suis enfant, c'est comme ça. Il faut aller à Lambaréné. C'est là-bas où il y a l'hôpital régional. C'est là-bas où il y a Albert-Schweitzer. Moi-même, je suis né à Albert-Schweitzer. Depuis, ça n'a jamais changé. Et jusque-là, il n'y a pas de projet mené par le gouvernement actuel pour essayer d'améliorer... Bon, l'hôpital qu'ils veulent faire à Ndjolé, là-bas, c'est à côté de chez moi. Il n'y a que les tôles, la barrière en tôle qui est là-bas. Rien n'a changé. Ils ont seulement fait une barrière en tôle. Voilà. Donc, vous voyez très bien que... Ça suivrait. Donc, de toute façon, les projets fantômes, on connaît au Gabon ici. L'inachevé, c'est une banalité au Gabon. C'est pas une réalité dans la Ve République qui tend à vraiment finir avec les éléphants blancs aussi. Bon, la Ve République, comme les gens aiment l'appeler, parce qu'on aime tous les choses de France, parce que c'est De Gaulle qui a fait la Ve République en France. Bon, maintenant aussi, on voulait notre Ve République, mais pas avec les institutions françaises, avec des choses qu'on a rapiécées ici et là, pour faire quelque chose que personne ne sait appliquer. Vous savez, vous-même, vous avez entendu le président de la République dire qu'il a donné des instructions au Premier ministre, mais il a oublié que le Premier ministre n'existe plus. Donc, vous voyez, on a créé quelque chose que personne ne connaît, n'est-ce pas? Mais on a appelé ça la Ve République, comme on appelle aussi en France. La France, c'est la Ve République. Bon, apparemment, au Gabon, on n'est pas à l'aise si on ne prononce pas les mêmes phrases que les Français, des choses comme ça, là. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Bon, maintenant, en termes de réalisation, le président de la République, il a son nouveau slogan, l'œil qui voit ne ment pas. D'accord? Donc, si nous promenons, vous et moi, l'œil qui voit au Gabon, nous pouvons prendre le repère, par exemple, l'aéroport. Quand on parle de l'aéroport, il y a une ruelle qui passe par le bord de mer. D'accord? À partir de Jeanne-Ébori, vous commencez à voir des choses sortir, n'est-ce pas? Jusqu'à, on va dire quoi, jusqu'à à peu près avant l'immeuble de Total. D'accord? L'œil qui voit ne ment pas. On voit des bâtiments sortir de terre. On a même fait venir, toutes les autorités de l'Ogooué maritime sont venues comme les enfants en colonie de vacances pour venir voir ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est l'OUA 77, la première fois que les bâtiments sortent de terre, et on fait venir ces gens-là pour venir voir des bâtiments qui sont encore aux grosses œuvres. Hein. C'est-à-dire c'est encore le gros œuvre. Et moi, je prie tous les jours pour que ça s'achève. Parce que si ça ne s'achève pas, ce sera la honte du siècle. Donc moi, je prie tous les jours pour que ça s'achève. Donc là, l'œil qui voit a vu quelque chose.
Maintenant, prenons l'axe aéroport, on prend la voie express jusqu'au Vendo. Je crois que l'œil qui voit ne voit que les vieilles choses. De l'aéroport là-bas jusqu'au port Vendo, si vous voyez quelque chose, si votre œil a vu quelque chose, dites-le moi, peut-être moi je n'ai pas bien vu. Maintenant, nous prenons il y a un échangeur qui s'est fait au niveau du camp de Gaulle quand même. Hein? Au niveau du camp de Gaulle, je pense qu'il y a un échangeur qui s'est construit là, au camp de Gaulle. Au niveau du camp de Gaulle, d'abord, il y avait le vieux projet d'avoir le contournement de Ali Bongo. Donc, ça, c'est une continuité. Mais l'œil qui voit, on part de l'aéroport jusqu'au Vendo, il n'y a rien. Maintenant, nous prenons l'autre axe. D'accord? Vous prenez l'aéroport, vous arrivez au 5, vous prenez tous les PK. L'œil qui voit quoi dans les PK là? On voit une construction, un développement anarchique, comme tous les quartiers qu'on casse là. Pourquoi? Parce que au Gabon, ce qu'on a constaté, c'est que l'État ne fait rien pour les populations. Les gens se débrouillent, n'est-ce pas? Lorsqu'un endroit a pris de la valeur et que des intérêts économiques commencent à être intéressants, on vient faire savoir à ces gens-là que la terre appartient à l'État. On casse pour qu'ils aillent encore développer notre brousse. C'est pour ça qu'à Libreville, si vous allez voir, il y a beaucoup de villages quotas. Un village quota là-bas, un village quota, un village... Parce que quand ça se développe, on les chasse. Les gens qui ont l'argent viennent acheter et eux, ils repartent en brousse. Vous allez voir village quota, village Togo, village ceci. Mais allez voir ces villages aujourd'hui. Ceux qui les ont créés, ils ont été chassés. Donc, est-ce que c'est républicain ça? Parce que la première chose qu'un État doit apporter, n'est-ce pas, c'est la sécurité pour ces populations. Il n'y a pas d'État sans population. Or, on a créé un conflit entre ce qu'on appelle l'État et la population. D'accord? Donc aujourd'hui, de plus en plus de familles sont en train de pleurer. C'est tous les jours qu'on voit dans les réseaux sociaux les gens qui ont été déguerpis. Et comme c'est une population qui n'est pas solidaire, le jour qu'on vous déguerpit, les autres rient. Ils attendent leur tour. Tant que leur tour n'est pas arrivé, ce que le président fait, c'est bien. Mais le jour que leur tour arrive, monsieur le président, Papa Onigui, Maman Zita, machin, voilà ce que nous sommes devenus. D'accord. Donc vous voyez bien que sous la 5e République, on peut promener l'œil. Bon, là-bas où on attend la fête de la libération, l'œil qui voit des petits chantiers sortir, c'est-à-dire le modèle de lycée banal là où on prend un bâtiment, on coupe, voilà, à peine le sous-bassement n'est même pas très sorti sous de terre. Bon, on voit des petits trucs. Mais vous savez très bien que dans le Goué-Vindo, les premières fêtes tournantes, c'était là-bas. Mais sur Marbongo, les premières fêtes tournantes, c'était dans le Goué-Vindo. Est-ce que ça a sorti le Goué-Vindo au chaos? Non. Bon, là maintenant, on a choisi là-bas la fête de la libération. Peut-être c'est parce que c'est eux qui ont le numéro 2 qui est en prison. Peut-être on va le libérer là-bas. Je n'en sais rien. Bon, là-bas, oui, l'œil qui voit. Mais comme nous sommes des populations quasi primitives, c'est-à-dire que on peut faire toute une année sans voir comment même la mairie coupe l'herbe. Le jour qu'on coupe l'herbe, le jour qu'on fait même un petit sous-bassement, les populations sont émerveillées. Le jour qu'un petit carter passe, bon, des travaux de chantier comme ça. Là. Mais c'est ce qui émerveille les Gabon aujourd'hui, puisque quelqu'un qui pour accéder à un endroit, il passait par une piste. Le jour que vous ouvrez ça, voilà. Vous voyez dans nos bas quartiers là, quand il y a des nids de poules qui deviennent comme des pattes d'éléphant là, le jour qu'on vient racler, les populations sont contentes. Parce qu'elles vivent dans le pire. Quand il y a ce qu'on appelle un léger mieux, mais elles sont enthousiastes. Mais nous-mêmes, honnêtement, nous devons savoir que c'est rien du tout. On doit avoir le triomphe modeste. On doit avoir, parce que construire un pays, c'est pas construire un campement ou un village. Aujourd'hui, Libreville, tout le monde prétend être émerveillé. Mais le nombre de bâtiments qu'on a au bord de mer, là, ce n'est pas plus important que le nombre de bâtiments qu'il y avait déjà. Donc, si Bongo n'a pas été applaudi, si Bongo n'a pas été salué, si Ali n'a pas été applaudi, mais pourquoi subitement les 4 bâtiments ou 5 bâtiments qui vont sortir là? C'est ça maintenant qu'on construit le pays. Mais le pays, ce n'est pas le bord de mer. Donc, vous ne voyez pas qu'on fait les surplaces? C'est là où il y a les bâtiments qu'on les ajoute. Mais les populations, elles sont où aujourd'hui? Est-ce qu'avant, quand moi j'apprenais à Libreville, j'habitais au Kala. Au Kala, c'était un village. Donc, les populations, quand tu habitais après l'aéroport, tout le monde disait que tu habitais au village. Donc les populations ne font que reculer pour aller vers le Cap.
Mais on travaille toujours au centre-ville. D'accord. D'autres reculent sur la route, on va maintenant vers un tour, mais on travaille toujours dans le centre-ville. Malheureusement, compte tenu du format de notre émission, qui ne nous permet pas d'aller au-delà voilà, de plus de 25 minutes, les thèmes sont tellement importants, les points d'actualité sont aussi importants. Nous vous remercions déjà justement d'être venus et de nous avoir apporté votre lumière autour justement de ces questions d'actualité. En guise de mot de fin, on n'a peut-être pas pu aborder d'autres points que vous aurez voulu certainement voilà, présenter devant nos téléspectateurs qui nous regardent, donc juste en 1 minute, en guise de mot de fin. Bien, en guise de mot de fin, c'est déjà demander au président de la République d'aller au bout de sa logique par rapport à la question des partis politiques. C'est un sujet très attendu. C'est aussi demander au président de la République de nous édifier davantage sur les bienfaits de son voyage en France. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas des éléments d'appréciation. On ne peut pas d'emblée dire que c'est bon ou c'est mauvais. Je sais simplement qu'il est parti traiter la question de la transformation du manganèse et que, d'après les informations qu'on a eues, c'était pas un grand succès. Mais nous voulons quand même une version officielle, n'est-ce pas? Nous voulons aussi que le président de la République ait le triomphe modeste, parce que l'œil qui a vu, par endroits, oui, il y a des choses qu'on ne peut pas nier, mais à l'échelle du pays, ça ne représente rien du tout. À l'échelle du pays. Donc, s'il commence à être content à cause de 5 ou 10 bâtiments, donnons même 100 bâtiments. À l'échelle du pays, ça fait quoi? C'est rien du tout. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je crois que pour l'avenir de notre démocratie, il faut un débat élargi aux acteurs politiques, quel que soit leur bord. Je vous remercie. Voilà, très chers téléspectateurs, merci d'avoir été nombreux dans le cadre justement de cette émission d'entrevue sur Vatrikov. Nous recevions là le président de l'éveil de la pensée citoyenne, monsieur Joseph Lapensée Essingon. Nous nous retrouverons très prochainement pour un autre numéro. Merci d'avoir été nombreux. Au revoir.